Merci. Donc effectivement, contrairement à ce que le titre indique, ça n'est pas uniquement de responsabilité du fait de l'intelligence artificielle dont nous allons parler, mais bien des questions dont aujourd'hui on légifère ou pas d'ailleurs en matière d'intelligence artificielle, et donc des questions que le monde du droit se pose autour de ce sujet dont on a bien compris qu'il n'est même pas définissable, qu'il est multiple. Et j'ai donc envisagé d'évoquer cela ce matin sur les 3 thèmes que sont les données de santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle et la responsabilité, et les questions d'éthique. Et en guise d'introduction, alors j'avais préparé une introduction sur le fait que c'est bien évidemment un sujet d'actualité, notamment dans le domaine de la santé. Vous pourrez récupérer, il n'est pas sur la clé USB, mais vous pourrez récupérer ça, parce que finalement, je ne vais pas vous parler du tout de tout ça en guise d'introduction, mais essayer de rebondir sur les 2 interventions de ce matin et sur celle d'hier soir, et sur les questions typiques que cela pose en matière d'intelligence, en matière de droit, pardon. Ce matin, Christian a évoqué le fait que l'intelligence artificielle est une très mauvaise dénomination de ce dont nous parlons comme existant ou comme étant annoncé dans le futur, et qu'en réalité, loin d'être de l'intelligence, c'est uniquement un système d'apprentissage sur la base de données qui pose la problématique de la vérité sur ces données. Alors simplement pour resituer mon intervention dans ce domaine-là, je suis particulièrement spécialisée dans ce qu'on appelle le droit des produits, et donc la responsabilité du fait des produits, notamment la question des produits de santé, entre autres choses. Et typiquement, dans tous les dossiers de responsabilité relative aux produits de santé, on passe toujours par une phase d'analyse scientifique du lien entre un produit de santé et un dommage allégué par une victime qui cherche à faire réparer ce dommage par le fabricant de ce produit de santé. Et donc on passe par des analyses avec le juge ou avec des experts judiciaires de données scientifiques qui font parfois des kilos et des kilos d'articles à lire qui viennent du monde entier, et notamment tout le débat de la vérité sur ces articles. Et typiquement, depuis 6 mois, je gère également un dossier qui n'est pas sur des produits de santé, mais sur des produits, enfin sur un produit qui est connu, c'est l'affaire Monsanto, sur laquelle un procès s'est ouvert assez médiatiquement il y a à peu près 6 mois. D'un petit enfant donc, qui est né avec des malformations issues, selon les parents, de l'utilisation de la cellule souche du produit Monsanto. Et dans le cadre de ce procès, nous allons probablement pendant des mois ou des années débattre notamment de l'affaire des Monsanto Papers, c'est-à-dire de la question de savoir si les scientifiques qui aujourd'hui nous expliquent que le glyphosate n'est pas dangereux ont été payés par la firme Monsanto pour rendre ces articles. Or, précisément, c'est ce que nous disait Christian tout à l'heure, et je pense que vous l'avez bien compris, puisque aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle repose à la base sur des milliers de données qui sont rentrées dans la machine pour que la machine puisse ensuite en tirer, sous la forme d'un apprentissage, des statistiques. La question des données sources qui ont été rentrées dans la machine pour que la machine donne des résultats est une question sur laquelle il faut s'interroger en ce qui concerne la véracité, typiquement, et la bonne utilisation de ces données. L'affaire Monsanto va en être un exemple évident sur cette histoire des Monsanto Papers, mais dans le monde qui est le mien, qui est le monde du droit, on retrouve cette problématique, et j'ai eu à l'utiliser d'ailleurs, enfin, ou à la subir à une reprise, sur ce qu'on appelle les legal tech. Les legal tech, c'est donc des données en matière de décision de justice qui sont rentrées à l'infini dans une machine et qui sont censées permettre une justice prédictive, soit que l'avocat utilisera, soit même que les juges peuvent utiliser. Il y a quelque temps, pour une entreprise de construction, et donc une entreprise de construction
très importante, très implantée en France et qui donc a des centaines, voire des milliers de chantiers. Je me présente en défense devant un magistrat pour cette entreprise parce qu'il se trouve qu'il y a eu des défauts constructifs. Et là, le magistrat, qui très probablement avait interrogé un site de justice prédictive, me dit « Ah ben oui, de toute façon, votre client, on sait bien que… » Or, il se trouve que, en tout cas, en tant qu'avocat, c'est mon rôle de le dire, aucun dossier ne ressemble à un autre, et ça n'est pas parce qu'une entreprise s'est fait condamner 10 fois pour des désordres constructifs ou parce que son produit médicamenteux, pharmaceutique par exemple, a généré des dommages, que le 11e dossier sera strictement identique. Or, l'une des problématiques effectivement de la data et de l'utilisation de la justice prédictive pour nous, elle est typiquement dans le fait que le risque serait, si l'humain n'a pas sa capacité de regard critique sur ce que lui dit la machine, qu'il en arrive à modifier le droit, typiquement en matière de responsabilité du fait des produits et des produits de santé ou en matière d'actes médicaux, parce que les magistrats en arriveraient à considérer que puisque la machine lui dit qu'il y a déjà eu 10 cas, 20 cas, 100 cas ou 1000 cas identiques, c'est que forcément, celui que moi, en tant qu'avocat, je vais plaider, il doit recevoir la même solution, alors qu'en réalité, ça n'est bien évidemment pas le cas. Et l'un des exemples qui avait été, pour le coup, très médiatisé aux États-Unis et très critiqué à propos de la justice prédictive, était l'utilisation d'un logiciel qui devait permettre de déterminer, donc par des États américains, qui devait permettre de déterminer si un prévenu devait être placé en détention provisoire ou s'il y avait des risques de récidive d'un condamné qui devait faire obstacle à sa libération anticipée, par exemple. Et l'analyse des résultats qui étaient issus du logiciel démontrait que la population afro-américaine était toujours susceptible de récidiver, ce qui n'était pas le cas des autres populations. Or, en réalité, les analyses qui ont pu être faites a posteriori des décisions qui avaient été prises sur la base des résultats donnés par ce logiciel 2 ans après, démontraient que 23,5% des personnes de type caucasien n'ont pas récidivé, mais que 47% des caucasiens et 28% des afro-américains ont récidivé. Or, on est donc dans un pourcentage qui était absolument l'inverse de ce qu'avait dit le logiciel 2 ans avant, qui disait que quasiment 100% des Africains récidiveraient et que ça n'était pas le cas des personnes de type caucasien. Or, en réalité, en analysant le pourquoi de ces erreurs du logiciel, en se demandant notamment si ça n'était pas ceux qui avaient créé l'algorithme, qui avaient peut-être un a priori et qui avaient donc rentré une donnée supplémentaire, on s'est aperçu que pas du tout. C'était à cause précisément de ces données, parce que ces données, elles avaient été principalement récupérées dans des endroits où, certes, les Africains étaient peut-être une population dont l'ampleur, on va dire, dont les délits et les crimes étaient plus fréquents, et que donc, comme statistiquement, il y avait beaucoup plus dans les données rentrées dans la machine de type africain que de type caucasien, la machine en avait déduit sans regard critique et sans le regard critique des juges qui avaient appliqué basiquement ce que leur disait la machine en avait déduit que les Africains étaient une population plus dangereuse que la population de type caucasien. Donc la question effectivement de la data est extrêmement importante et je rejoins parfaitement à cet égard ce que disait Christian, c'est attention, ça n'est que de l'apprentissage de données dont la vérité n'est absolument pas certaine. Voilà pourquoi j'évoquerai en premier lieu la question de l'utilisation des données par le droit. Le deuxième sujet que je traiterai est celui de la responsabilité du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là aussi, on a vu, notamment tout à l'heure, pardon, avec l'intervention de Salima, on a vu que l'utilisation aujourd'hui
sans même être dans le futur, mais l'utilisation aujourd'hui de tout ce qui utilise ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intelligence artificielle, donne des sources très variées, et c'est particulièrement le cas en matière de santé, puisqu'en matière de santé, aujourd'hui, on voit ces nouvelles machines ou ces nouveaux logiciels comme étant des aides au diagnostic, comme étant des aides dans l'acte de soin lui-même, ou comme étant des supports de la recherche notamment, donc des utilisations extrêmement variées, et donc des conséquences éventuellement dommageables pour les patients extrêmement diverses. Et c'est effectivement toute la problématique de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle que de donner des situations de droit où il est impossible de créer une règle de responsabilité unique. On verra ce qui existe aujourd'hui en matière de responsabilité, on verra pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un droit spécifique de la responsabilité du fait de l'intelligence artificielle. Lorsque j'ai écrit donc ce livre sur le droit des produits, parce que mon métier c'est le droit des produits, je m'étais forcément interrogée sur le droit de l'intelligence artificielle, car d'une certaine façon, l'intelligence artificielle c'est un produit. Et donc j'avais ouvert une réflexion avec le co-auteur de cet ouvrage, qui est l'un de mes associés, Bernard Cazeneuve, et on a rencontré Cédric Villani, et on s'est dit on va essayer de monter un club de travail, de réflexion sur le droit de l'intelligence artificielle. On s'est aperçu bien évidemment que c'était totalement impossible parce qu'il n'existe pas de définition de l'intelligence artificielle, mais des sujets multiples, des supports multiples. Et on s'est donc arrêté sur un club de travail que nous avons créé qui porte uniquement sur le véhicule autonome, ce qui est déjà une certaine façon de se focaliser sur quelque chose sur lequel aujourd'hui on ignore tout de ce qui se passera en cas d'accident causé par un véhicule autonome. Et à titre d'exemple, donc sur ce groupe de travail sur les véhicules autonomes, nos réflexions, que je n'imaginais pas du tout quand on a créé ce groupe de travail, portent sur l'homologation du véhicule, mais également l'organisation de la voirie, mais également l'organisation satellitaire et des télécommunications, sur le permis de conduire. Et donc on voit que rien que sur un sujet très précis où on est un peu plus avancé aujourd'hui en matière de technique, qui est celui du véhicule autonome, eh bien les sujets de droit sont extrêmement variés et extrêmement complexes. Enfin, le troisième sujet que j'aborderai, c'est l'éthique. Et alors, sur l'éthique, et avant de vous parler de la façon dont aujourd'hui les gens du droit abordent l'éthique en matière d'intelligence artificielle, moi je voulais rebondir, et là je sors un peu de mon domaine à moi, mais je voulais rebondir à la fois sur l'intervention d'hier du professeur Beignet et puis de Salima ce matin. À propos de l'intervention du professeur Beignet, c'est vrai qu'en matière d'éthique, la grande question que tout le monde se pose, c'est celle de l'homme augmenté, donc du transhumanisme, c'est-à-dire au fond de ce que l'intelligence artificielle, une fois qu'elle sera effectivement complètement aboutie, permettra de faire de ceux qui l'utilisent. Moi, le prisme que j'ai sur l'intelligence artificielle en matière éthique, c'est aussi de me poser la question de ceux qui la créent. Et ce à quoi ça me fait penser, et qui fait que moi j'appellerais effectivement à ce moment-là l'intelligence artificielle d'un autre nom, c'est que ça me fait penser, je ne sais pas si vous le connaissez, à la notion de golem, la théorie, le mythe du golem. Le mythe du golem, c'est un mythe qui a plus de 6000 ans. C'est-à-dire que le mythe du golem, c'est l'homme qui se prend pour Dieu et qui veut créer l'homme. Et ce mythe du golem, nous dit-on, c'est que Dieu a fait d'Adam un golem, c'est-à-dire un homme avec une intelligence, un corps, mais pas d'âme. Et puis ensuite, Dieu a donné une âme à Adam. Alors je suis désolée, je ne suis pas en train de faire du dogmatisme, mais juste un tout petit peu d'histoire et de culture. Et ce mythe du golem, on l'a retrouvé notamment au Moyen-Âge, où au Moyen-Âge, il y avait un mythe qui disait que les hommes étaient capables de créer d'autres hommes, et donc de se prendre pour Dieu. Et qu'ils créaient cet homme sans âme. C'est-à-dire que cet homme, c'était nos robots dotés d'une intelligence artificielle aujourd'hui, mais il y a plus de 1000 ans de ça. Déjà, les hommes pensaient qu'ils pouvaient créer ces robots dotés d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire un personnage doté d'une intelligence, mais qui n'avait pas d'âme. Et dans ce mythe du golem, c'est très intéressant, il était écrit sur le front de cet humain créé par les êtres humains, le mot « émet » qui veut dire « vérité »,
mais que quand le golem, avec cette vérité, s'est montré finalement dangereux pour les autres êtres humains, il a fallu effacer de son front la lettre Aleph, qui signifie vie, pour qu'il soit écrit sur son front Met, qui signifie mort. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'en réalité, quand tout à l'heure Christian parlait du mythe de l'intelligence artificielle et de toutes les frayeurs qu'on se fait avec ces robots qu'on crée qui un jour se retourneraient contre nous, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans quelque chose qui existe chez l'homme, cette volonté de créer d'autres hommes depuis des siècles et des siècles. Ma deuxième analyse au sujet de l'éthique, qui rebondit un tout petit peu sur ce que disait Salima tout à l'heure, c'est que j'ai aussi cru comprendre de son intervention que l'analyse d'aujourd'hui consisterait à dire qu'il faut former, il faut éduquer les gens à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est une formation qui nécessite précisément de développer son regard critique par rapport à ce que la machine nous dira. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une évolution. Ça n'est pas mon métier et je ne me fais pas philosophe, et encore moins sociologue, mais qu'on est dans une évolution assez positive, si c'est le cas. Pourquoi ? Parce que lors de la révolution industrielle, les premiers robots sont arrivés. Et là, c'était tout l'inverse. Il fallait former l'homme à ne surtout pas réfléchir. C'est-à-dire qu'à l'ère industrielle, du développement de l'ère industrielle, il fallait savoir utiliser le robot sans faire preuve soi-même d'intelligence pour que de façon mécanique, ce robot nous permette de faire évoluer la société. Et donc, si aujourd'hui le fait que des robots dotés de ce qu'on appelle une intelligence artificielle nous oblige à une autre façon d'aborder le robot, ou au contraire on fera appel à notre intelligence et où on devra nous-mêmes développer notre intelligence, me semble plutôt un signe de bonne évolution de la société. Voilà, et donc ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle je vais aborder les données, le droit des données, le droit de la responsabilité et les questions éthiques. En ce qui concerne le droit des données, le vrai sujet est donc lié à la fois à la véracité de ces données, mais également à leur caractère privé, particulièrement en matière médicale, puisqu'en matière médicale, vous êtes tenus au secret médical sur les dossiers des patients, notamment en milieu hospitalier, mais pas que, bien évidemment. Et donc, en matière de données, la France, l'Europe a, avec un peu de retard sur les États-Unis, adopté une législation extrêmement stricte sur la collecte et l'utilisation des données. Cette législation, ça s'appelle le RGPD, c'est un règlement européen, et un règlement européen qui est entré en vigueur en France le 26 mai, je crois, de mémoire, 2018. En tout cas, en mai 2018, la France, mais comme toute l'Europe, s'est trouvée soumise à ce règlement européen sur les données personnelles. Et ce règlement européen fait donc peser sur celui qui collecte les données un certain nombre d'obligations assorties de sanctions qui peuvent être extrêmement importantes. Or, il est important que vous sachiez, mais j'imagine que c'est le cas, que dans les établissements hospitaliers, l'hôpital est effectivement responsable des données qui sont collectées. Cela implique donc une certaine vigilance sur la façon dont ces données peuvent permettre d'alimenter ce qu'on appelle le big data et donc d'alimenter les outils d'intelligence artificielle qui peuvent être aujourd'hui sur le marché. Le principe en matière de collecte des données, c'est qu'il est absolument interdit de les traiter, c'est-à-dire qu'il est absolument interdit de s'en servir autrement que comme étant dans le dossier d'un patient en particulier. Et il est donc absolument impossible, à la fois pour l'hôpital d'imaginer qu'il pourrait l'exploiter lui-même à d'autres fins, mais à la fois pour en faire une des sources de cette fameuse big data.
Cependant, le RGPD prévoit des exceptions, et il prévoit des exceptions précisément parce que l'on sait très bien que, notamment en matière de données de santé, leur utilisation, soit par celui qui les a collectées, soit par d'autres, est une source de savoir qui, précisément, va permettre de faire avancer la recherche et de faire se développer des outils qui permettront demain de nous aider et de vous aider à mieux exercer votre métier. Et donc, l'exception en ce qui concerne le traitement des données de santé, elle repose en amont sur la nécessité d'un consentement de celui dont on va utiliser la donnée, et à la fois ensuite et en aval sur le but du traitement de cette donnée de santé. En ce qui concerne, merci. En ce qui concerne le consentement, il faut bien évidemment que ce soit un consentement éclairé. Ça rejoint un sujet qui a déjà été abordé ce matin et qui est celui de l'information que l'on donne aux patients. Eh bien, cette information, on verra qu'il faut la donner quand on va utiliser un outil d'intelligence artificielle pour traiter ou pour diagnostiquer un patient, mais cette information éclairée, elle se situe y compris dans le moment où le patient donne des données à l'hôpital, et en ce qui concerne aussi les données que l'hôpital lui-même recueillera du fait de la présence du patient en son sein. Il faut donc un consentement éclairé et par conséquent expliquer au patient que ces données pourront être utilisées en dehors de son propre cas pour alimenter des fichiers. Et on arrive donc au deuxième sujet, c'est-à-dire la finalité du traitement de la donnée de santé. Or, pour l'instant, en ce qui concerne le traitement de la donnée de santé, on en est encore à la nécessité, pour pouvoir traiter une donnée de santé, d'avoir une finalité très précise. C'est-à-dire que si un centre hospitalier souhaite utiliser une donnée de santé pour alimenter un projet de recherche, il doit préciser à l'autorité administrative compétente quelle est la finalité, quel est le sujet de recherche. On ne peut pas, par exemple, dire que les données seront envoyées à une autorité qui ne sait pas encore quelle en sera la finalité, mais qui ira elle-même ensuite alimenter divers centres de recherche ou diverses sociétés qui seraient amenées à avoir des objectifs différents. Donc, pour l'instant, la permission donnée de traiter des données de santé doit être déterminée finalement sur des sujets extrêmement précis. Néanmoins, et ça a été évoqué ce matin à propos du projet qui avait été envisagé par Cédric Villani dans son rapport de création d'un hub, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion pour ouvrir l'usage des données de santé, c'est-à-dire pour permettre qu'il n'y ait pas une finalité précise dans l'utilisation des données de santé dès lors qu'elle viendrait implémenter ce hub, lequel lui-même n'aurait pas une finalité précise, mais pourrait utiliser les données de santé ou permettre que ces données de santé soient utilisées dans différents domaines. Dans tous les cas, la règle absolue, c'est qu'il faut que ces données ne permettent pas d'identifier les personnes auxquelles elles s'attachent. Et là-dessus, il y a aussi des débats techniques, bien évidemment, parce que certains disent, oui, mais en réalité, quand à propos d'un patient, on aura 18 données d'entrée, même si son nom est effacé et même si tous les éléments qui permettraient de savoir de qui il s'agit sont effacés, il y aurait un risque malgré tout, parce qu'il y a 18 données qui sont tellement précises qu'on sait forcément que c'est ce patient et pas un autre. Donc il y a des sujets, mais en tout cas, le principe, c'est de ne pas permettre d'identifier la personne à l'origine des données de santé qui ont été recueillies, et bien évidemment, notamment pour éviter, d'un point de vue éthique, que les données de santé ne soient utilisées à mauvais escient.
consommateurs au sens large, c'est-à-dire les usagers de santé comme d'autres, s'inquiètent par exemple de l'utilisation des données de santé par des assureurs qui ensuite viendraient créer des grilles de tarification en ce qui concerne les assurances de protection à la personne en fonction précisément de ce type de données de santé. Les sanctions dans l'hypothèse où il y a un non-respect des règles d'exception que je viens d'évoquer, les sanctions sont extrêmement importantes. Puisque, alors, notamment, il y a eu un exemple de Google qui a été condamné à payer 50 millions d'euros pour non-respect de ces dispositions. Et donc, bien évidemment, aussi une injonction possible de mettre le traitement en conformité ou de suspendre le flux des données. Donc, l'attention qu'il faut avoir sur l'utilisation des données de santé, le traitement des données de santé est extrêmement important. Une fois que les données de santé ont été recueillies, traitées et qu'elles ont permis d'aboutir à des sujets d'intelligence, donc à des objets plutôt, d'intelligence artificielle, ces objets d'intelligence artificielle utilisés soit de façon autonome, automatique, soit en support, viennent générer des responsabilités possibles en cas de dommage. Les questions qui se posent, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc aujourd'hui, n'ont pas permis d'aboutir à une réglementation unique en matière de responsabilité du fait de l'intelligence artificielle. Et donc, on utilise encore aujourd'hui le support classique de droit commun, qui est la responsabilité du centre hospitalier, la responsabilité du médecin, la responsabilité de celui qui a fabriqué le robot, dans l'hypothèse où il y a un robot, car il n'y en a pas toujours, ou la responsabilité de celui qui a fabriqué le programme, l'algorithme à l'origine des dommages. Le premier régime qui est susceptible de s'appliquer en matière donc, de dommages causés par l'outil d'intelligence artificielle lui-même, c'est celui de la faute. C'est un sujet sur lequel aujourd'hui, particulièrement en matière de santé, est beaucoup débattu. Aujourd'hui, pour les centres hospitaliers en tout cas, le principe, c'est qu'ils sont responsables pour faute simple des dommages qu'ils peuvent causer à leurs patients. Les questions qui se posent aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, c'est précisément que lorsqu'au sein du centre hospitalier, le médecin va utiliser un outil, soit pour diagnostiquer, soit pour prescrire un soin adapté au diagnostic. Il utilise un support d'intelligence artificielle, c'est vrai dans l'imagerie et dans la radiologie, et l'intelligence artificielle, alors je suis désolée d'utiliser ce terme, à chaque fois que je le dis, je me dis que je ne suis pas dans la bonne typologie, dans le bon terme, mais bon, on s'est compris. Donc il va utiliser ce programme, éventuellement ce robot, qui lui donne une réponse. Et précisément, le médecin, il a un regard critique, il a ce fameux plus de l'être humain qui va l'amener à se dire « je ne suis pas forcément d'accord ». S'il suit malgré tout ce que lui dit son outil et qu'il y a un dommage, la question de qualifier la faute du médecin alors qu'il a fait confiance à un outil qui lui-même était extrêmement performant peut se poser. Mais en même temps, comme il a suivi ce que lui a dit l'outil, il se dit que quand bien même il est responsable, il a un recours contre celui qui a soit fabriqué cet outil, soit lui a vendu. Si en revanche, il ne suit pas l'avis de l'outil, parce que son propre avis l'amène à considérer que le diagnostic n'est pas celui-là ou que le soin approprié n'est pas celui-là, la question est beaucoup plus difficile aujourd'hui, et c'est un des sujets qui est débattu en matière de santé, c'est de dire, est-ce que le simple fait d'avoir refusé de suivre l'avis d'un outil dont on savait qu'il était extrêmement performant sera retenu par les juges comme une faute ? Et donc aujourd'hui, parmi les préconisations qui sont données en matière de réglementation de la responsabilité du fait des outils d'intelligence artificielle, c'est celle de dire, quelle que soit la décision du médecin qui suivra ou ne suivra pas la prescription de l'outil,
elle ne peut pas, à elle seule, être qualifiée de fautive. Et cela, il faudrait effectivement le poser en droit, parce que si on ne le pose pas en droit, ça veut dire qu'on sera soumis finalement, cette fois-ci, au propre regard critique du juge, et donc avec des décisions qui pourraient varier d'une juridiction à l'autre ou d'une humeur d'un juge à l'autre, puisque c'est ce à quoi nous sommes confrontés, puisque pour l'instant, les juges sont encore des êtres humains et qu'ils commettent aussi des erreurs d'appréciation. Donc voilà l'un des sujets où l'intelligence artificielle, effectivement, peut être extrêmement problématique dans l'exercice de la médecine, qui est celui, et derrière cela se posent bien évidemment des questions qu'on va appeler éthiques au sens large, puisque les médecins disent que si on ne légifère pas là-dessus, et que par conséquent, ils ont un risque d'être systématiquement responsables lorsqu'ils ne suivront pas l'avis de la machine, parce qu'il leur sera reproché de n'avoir pas fait confiance à une machine qui est censée être infaillible, eh bien, ils suivront systématiquement l'avis de la machine, quand bien même ils ne sont pas d'accord avec, et donc au risque, cette fois-ci, de commettre l'erreur de ne pas se fier à ce qu'on peut appeler l'intuition, le sens critique, ou simplement une connaissance plus fine de l'humain que n'en a la machine. Par ailleurs, je disais, dans l'hypothèse où l'avis de la machine est suivi, ou alors que la machine est utilisée comme support, par exemple, à un acte de soin, je disais, à ce moment-là, on va pouvoir aussi se dire que ça n'est pas la faute du médecin, c'est la faute de la machine. En la matière, pour ce qui concerne les centres hospitaliers de droit public, il se trouve que par exception au régime de droit commun, le Conseil d'État a jugé en 2003 que quand bien même la machine, en tant que produit de santé, car la machine est définie comme un produit de santé, quand bien même la machine est à l'origine d'un dommage causé à un patient, soit par mauvais diagnostic, soit par mauvaise prescription de traitement, soit même par mauvaise réaction lors de l'acte de soin lui-même, eh bien, lorsque la machine crée un dommage, alors qu'en droit commun, devant les juridictions civiles, seul le producteur de la machine est responsable, de sorte que la victime n'a aucun recours du simple fait de l'erreur de la machine contre le médecin, le centre hospitalier privé. En matière de droit public et devant la juridiction administrative, le centre hospitalier en est responsable. Mais, même s'il en est responsable, le centre hospitalier dispose bien évidemment d'un recours, et là on rentre malgré tout, donc ça n'est pas complètement rassurant non plus, dans des débats de responsabilité qui peuvent durer des années, pour savoir si, là où le centre hospitalier répond vis-à-vis de la victime des dommages et doit l'en indemniser, il pourra ensuite recourir contre celui qui a fabriqué la machine ou celui qui a rentré l'algorithme dans la machine, voire celui qui a rentré les données qui éventuellement étaient erronées dans la machine sans veiller à s'assurer de ce qu'elle comportait. Sur ce sujet, excusez-moi, je fais une petite aparté, mais typiquement sur les legal tech, ces fameuses legal tech, on a reçu dans notre cabinet 2 jeunes qui avaient créé une legal tech extrêmement connue dans le monde du droit, qui s'appelle Doctrine, et donc qui est cette fameuse justice prédictive. Ce ne sont pas des juristes. Ils se sont contentés d'aller chercher des milliers et des milliers de décisions de justice et de rentrer ces milliers et milliers de décisions de justice dans la machine et de créer un algorithme. Et quand je leur ai dit, mais alors comment vous avez essayé de faire rentrer de l'éthique là-dedans, parce que vous ne comprenez pas les données que vous avez rentrées, vous n'êtes pas capable de lire des décisions de justice, donc éventuellement de choisir de rentrer tel ou tel mot clé pour la recherche que feront les gens qui vont utiliser ce système-là, eh bien, il ne s'était posé aucune question éthique. Absolument aucune. Et alors typiquement, moi ça m'avait un peu gênée parce que quand je tape mon nom dans cette machine, eh ben, ça sort des centaines de décisions et que je suis incapable de savoir si l'algorithme, quand un de mes clients ou un de mes prospects plutôt va vouloir savoir si je suis un bon avocat, il va rentrer mon nom, je ne sais pas si c'est les meilleures décisions qui vont sortir ou les moins bonnes. Et donc la question se pose effectivement de l'implémentation de ces données par des gens qui n'ont pas forcément eux-mêmes de regard critique sur les données. Et donc,
Ceci pour dire qu'en matière de responsabilité du fait d'un outil d'intelligence artificielle, eh bien là où le centre hospitalier sera prima facie responsable, la question des recours derrière, c'est des années de débat judiciaire pour que les uns et les autres se renvoient la balle, voire éventuellement d'ailleurs, puisque on a parlé malgré tout de ce fameux deep learning, c'est-à-dire de la façon dont les machines apprennent elles-mêmes en fonction de l'utilisation qui en est faite. Donc, voire même, alors qu'on envisagera que l'origine d'un dommage, ce serait l'algorithme qui a été créé à l'origine, eh bien, le créateur de l'algorithme nous dira « mais non, en fait, c'est vous, établissement de santé, c'est vous, médecin, qui, dans la façon dont vous avez utilisé cette machine, lui avez donné de mauvais réflexes. » Et là, typiquement, l'exemple, je ne sais pas si vous vous y étiez intéressé, c'était celui de ce fameux chatbot, un chatbot qui avait été créé pour répondre à des questions de façon extrêmement simple. Et il a été utilisé de façon à lui donner des réflexes racistes, antisémites, etc. Et au bout de 2 ou 3 jours, eh bien, ce chatbot était devenu négationniste et antisémite. Voilà, donc la question de l'utilisation sera aussi au cœur des débats en matière de responsabilité du fait des produits. Alors, autre mécanisme aujourd'hui qui est utilisé en matière de responsabilité du fait des outils d'intelligence artificielle, c'est celui de la responsabilité du fait des choses. Ça reste malgré tout peu appliqué, puisque le régime de responsabilité du fait des choses, c'est un régime qui n'existe qu'en matière délictuelle, et donc il ne pourra jamais exister dans la relation du centre hospitalier ou du médecin avec le patient. Il ne pourra exister que lorsque il y aurait des tiers victimes, et notamment la famille d'un patient décédé. En matière de responsabilité du fait des choses, on peut effectivement engager à ce moment-là la responsabilité de l'utilisateur et uniquement de l'utilisateur de la machine, ce qui, encore une fois, n'est pas tout à fait satisfaisant dans le sujet d'une intelligence artificielle qui a été créée, dont on ne maîtrise pas forcément tous les effets. Pardon. Ça ne marche plus? Si, c'est là. Troisième possibilité de responsabilité, c'est celle du fait des produits défectueux. C'est un régime très particulier qui est mon domaine de prédilection. Aujourd'hui, il est clair que l'intelligence artificielle, qu'elle est ou qu'elle n'est pas un robot en support, est un produit au sens de cette réglementation de la responsabilité du fait des produits défectueux. Et c'est ce régime qui fait que, normalement, seul le producteur, seul celui qui a créé ce produit-là, est responsable du produit, quels que soient les utilisateurs de ce produit. Mais comme je vous le disais, malheureusement, en matière de responsabilité du fait des centres hospitaliers, eh bien, il y a une exception, c'est que le centre hospitalier utilisateur reste responsable aux côtés de ce producteur. Enfin, troisième sujet de droit positif, et il est extrêmement important, c'est celui de l'obligation d'information. Elle a déjà été évoquée, elle a été évoquée hier soir, elle a été évoquée ce matin. Or, cette obligation d'information qui pèse sur l'ensemble des médecins et des professionnels de santé, elle est normalement aujourd'hui beaucoup plus importante dès lors que on va utiliser un outil d'intelligence artificielle en plus de sa propre intervention et de ses propres capacités. C'est-à-dire qu'il se pose aujourd'hui la question, et elle semble évidente, de l'information qui doit être donnée à un patient lorsque on utilise, soit pour le diagnostic, soit pour l'acte de soins, soit pour les actes post-soins, un outil d'intelligence artificielle. Et il devrait normalement être prévu que l'information porte non seulement sur l'existence de l'utilisation de l'outil, mais aussi sur quel outil est utilisé et l'explication sur l'outil lui-même. Et donc là, on rejoint aussi ce que disait ce matin Salima, c'est-à-dire qu'il faudrait du coup être soi-même informé sur l'outil qu'on utilise pour être capable de l'expliquer. Alors, les réflexions pour le futur, l'une des grandes réflexions au niveau du Parlement européen, c'est la question de savoir est-ce qu'on devrait créer un droit du robot, voire un droit de l'intelligence artificielle, mais ça c'est beaucoup plus complexe, mais au moins un droit du robot qui amènerait à créer une personnalité juridique du robot, c'est-à-dire que le robot, au même titre que les êtres humains, serait une personne juridique.
Et cette personne juridique, les réflexions ne peuvent s'arrêter là bien évidemment, serait dotée d'un patrimoine, voire d'une assurance de responsabilité, puisque lui donner une personnalité juridique, si ensuite il n'est pas capable de répondre financièrement de ses actes, n'a aucun intérêt bien évidemment. Il faudrait donc qu'il ait également un patrimoine et une assurance de responsabilité. Beaucoup de gens s'insurgent contre ça et considèrent que c'est contre-intuitif. Et j'avais un professeur de droit qui, lors d'une intervention, m'avait dit une chose très intéressante, bien que très choquante, et d'ailleurs ça lui avait valu des tweets le qualifiant de tous les noms, mais il nous rappelait qu'il y a 2 siècles, les esclaves avaient un régime juridique qui les ramenait à celui de la responsabilité du fait des animaux, et que personne n'imaginait à l'époque que les esclaves étaient des êtres humains, et que donc l'évolution de notre droit, elle doit nous amener aussi de façon un peu progressiste à considérer que ce qui nous semble aujourd'hui aberrant, c'est-à-dire qu'un robot puisse être doté d'une personnalité juridique, ce qui ne veut absolument pas dire que le robot serait assimilé à l'être vivant, mais que c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement envisager sans s'arrêter au fait que le robot n'est pas un être humain. Donc le Health Data Hub, j'en ai tout à l'heure parlé à propos des données, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà donc les questions qui se posent et aujourd'hui leur traitement en matière de responsabilité. Si je devais résumer, on a des régimes juridiques aujourd'hui qui peuvent paraître, en tout cas de façon pas forcément complètement efficace, mais qui peuvent paraître adaptés au sujet des dommages causés par l'outil d'intelligence artificielle. Malgré tout, il y a des réflexions pour essayer de se doter d'un arsenal juridique beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent, étant rappelé que Cédric Villani avait dit à ce sujet dans son rapport, malgré tout, que le droit était beaucoup plus lent que le code, ce qui est une façon de dire que même si aujourd'hui on légiférait, le temps de la législation ferait que la réglementation qui serait adoptée risquerait d'être obsolète par rapport à l'évolution. C'est l'une des difficultés. Donc maintenant, intelligence artificielle et éthique. Donc aujourd'hui, les 2 sujets principaux qui sont vus en matière de problématiques éthiques au regard du développement de cette intelligence artificielle sont celui de la déshumanisation et celui de la menace de l'homme augmenté. En ce qui concerne la déshumanisation et la médecine à 2 vitesses, hier le professeur Beignet disait oui, le gros risque, c'est qu'effectivement, les patients qui veulent avoir de l'humain en phase 2 se retrouveront avec des machines en phase 2. C'est un sujet à double sens aussi, parce que l'un des risques également, c'est que le médecin qui est un humain et qui a un patient à qui il va donner ses connaissances et ses avis d'être humain, pourrait avoir un patient en face de lui qui lui dira « oui, mais moi j'ai vu sur Internet, et donc sur Internet, quand j'ai rentré toutes les données, on m'a dit autre chose ». Donc il ne faut pas le voir que d'un seul côté, le danger, il est absolument des 2 côtés. Et pour éviter ce danger, la question qui était d'ailleurs clairement abordée ce matin par Salima, c'est celle de l'éducation et de l'information. C'est-à-dire que ce soit chez l'ensemble des consommateurs, des usagers potentiels de santé, comme chez les médecins, il faut effectivement se préparer et se former dès à présent à ces différents sujets pour veiller à ce que, même si les outils d'intelligence artificielle, leur usage se développe, chacun garde à cœur le principe du respect de l'humain. Il y a également, j'évoquais ici, mais brièvement, le problème de la médecine à 2 vitesses, puisqu'effectivement, le numérique aujourd'hui n'est pas développé partout de la même façon. Et donc, il ne faudrait pas qu'un usage trop important des outils dans certaines régions aboutisse à ce que les autres régions qui n'y ont pas nécessairement accès se retrouvent effectivement en difficulté par rapport aux avancées globales de la médecine. Et donc, deuxième sujet, la menace de l'homme augmenté.
Pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire d'un point de vue strictement juridique, c'est que la constitution de classes humaines supérieures génétiquement augmentées est considérée comme l'organisation de sélection des personnes, c'est-à-dire des pratiques eugéniques, et donc elles sont aujourd'hui sanctionnées de 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros. En revanche, cette interdiction ne s'oppose pas à non pas l'homme augmenté au sens où on le craint, mais à l'amélioration de la qualité de vie et de la qualité de vie des êtres humains, et que donc il faut effectivement aujourd'hui différencier ça d'un point de vue strictement juridique en termes de sélection ou pas de sélection. Aujourd'hui, ce qui est sanctionné, c'est la sélection. Pour le reste, effectivement, aujourd'hui, on a une loi bioéthique qui est d'ailleurs remise sur le tapis et dont la réflexion sera assez longue. Et la réflexion aujourd'hui autour de la loi bioéthique, elle intègre bien évidemment tous ces sujets d'intelligence artificielle.